Bien, 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 bien. Ben voilà, on est arrivé, c'est l'heure. Eh bien, je suis très content d'être avec vous. Et déjà, vous êtes déjà pas mal, hein, ça se connecte de plus en plus, pour vous présenter un petit peu donc cette vision holistique à travers la tradition hermétique pour retrouver une pleine santé et comment envisager notre santé, justement, à travers cette tradition qui est maintenant multimillénaire. Voilà, donc on va essayer d'être le plus clair possible. Je vais essayer quand même d'être assez concis parce que forcément, on peut s'étendre énormément. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y aura une deuxième partie où je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Et puis, ben voilà, ben je vais un petit peu doucement attendre peut-être encore un petit peu. Voilà, ça se connecte. Bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter un petit peu. Ben voilà, moi, je m'appelle Yann, j'habite à l'île de la Réunion. Et je suis donc ben voilà, un passionné d'hermétisme, d'alchimie depuis de nombreuses années. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement, j'ai eu une expérience particulière qui a été très douloureuse sur le moment. Voilà, il y a bientôt 20 ans de cela, j'ai eu un accident opératoire et le chirurgien m'a malheureusement tué, littéralement, puisque j'ai eu l'heure du décès prononcée. Voilà. Donc, mais heureusement, l'univers apparemment avait d'autres plans pour moi. Et donc, ben, voilà, j'ai pu être là, mais le corps était très endommagé. Voilà. Mais en même temps, j'avais vécu quelque chose bien sûr de l'autre côté sur lequel il était très très difficile de mettre des mots. Et j'ai exploré plusieurs philosophies, plusieurs traditions. Et la tradition hermétique voilà, m'a plu, m'a emballé, m'a permis de donner un sens finalement à ce qui m'était arrivé, et bien plus, parce que ça donnait un sens à ma vie. Et je me suis consacré donc à l'alchimie, à la spagyrie, pour notamment me soigner, hein, puisque la médecine allopathique ne pouvait pas grand-chose pour moi. Donc voilà, ça a été un moment des années un peu d'expérimentation, de découverte, et j'ai pu retrouver quand même une pleine santé par rapport à ce que j'étais. Voilà. Et donc depuis, ben maintenant, j'essaye d'œuvrer à transmettre toutes ces découvertes que j'ai pu faire depuis tant d'années. Voilà, à travers donc mon site, Les Amis d'Hermès. Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour si vous avez envie. C'est plein de petits articles sur tous les domaines de l'hermétisme et j'espère que vous y trouverez votre bonheur. Voilà. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle d'hermétisme, mais peut-être que vous ne savez pas exactement ce que c'est. Alors l'hermétisme, c'est une question et comment fonctionne l'univers. Afin de prendre notre place et d'être bien sûr j'ai mes lunettes qui voilà et euh, et comprendre comment tout ça fonctionne, que ça soit dans le microcosme, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, ou dans le macrocosme, et bien sûr l'univers en entier. Cette tradition hermétique, elle est issue de la sagesse et de la connaissance égyptienne, qui a été récupérée, qui a été finalement développée, associée au principe de la philosophie grecque. Voilà. Et on va retrouver des auteurs très connus, hein, comme Platon, Plotin, qui étaient des grands hermétistes. Et cette tradition, donc, a continué à se développer donc au Moyen-Orient et en Occident durant des siècles. Et elle a servi de base à toutes les traditions spirituelles, philosophiques, qui maintenant se sont répandues dans l'Occident, dans la chrétienté, etc. Alors bien sûr, la chrétienté a pris des choses dans l'hermétisme, comme d'autres voient, hein, voilà. L'hermétisme, elle, garde ce principe d'être le plus universel possible. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas une doctrine, puisqu'en fait, l'hermétisme, à la base, repose sur quelques livres, hein, sur une vingtaine de livres, qu'on appelle le Corpus Hermeticum, et qui nous aurait été légué par un personnage mythologique, qui est Hermès Trismégiste. Alors, donc, elle a pour but, finalement, d'essayer de rassembler tout ce qui est cohérent, tout ce qui va pouvoir aller dans cette cosmogonie, et qui se valide par l'opérativité, qu'elle soit alchimique, spirituelle, etc. Donc dans l'hermétisme, on va trouver plusieurs voies. On va trouver bien sûr l'alchimie, qui est l'art de l'hermétisme, cet art de s'émerveiller à voir le fonctionnement de la nature, du grand œuvre de la nature. On va avoir un langage, qui est à travers le symbolisme. On va avoir
une structure on va dire, mathématique, qui va nous permettre de connaître les potentiels des choses, qui est l'astrologie. On va avoir la numérologie, on va avoir de la théurgie, voilà, on va avoir plusieurs domaines d'application de cette cosmogonie de l'hermétisme. Voilà. Voilà. Pour l'hermétisme, je pense que ce n'est pas la peine de vous en donner plus ce soir, mais n'hésitez pas à creuser, c'est absolument passionnant. Je dirais que l'hermétisme a un adage, et qui est loin d'être facile. Tout est parfait ici et maintenant. Cette fameuse formule résumée dans Ikaknuk. Voilà. Donc, vous voyez, on a du chemin à parcourir pour pouvoir percevoir que tout est parfait ici et maintenant, surtout dans un monde aussi agité que le nôtre à l'heure actuelle. Alors, cet hermétisme, eh bien, Platon, je vous en parlais tout à l'heure, nous cite une phrase qui est absolument magnifique, et je préfère la lire pour ne pas la tordre. « Les mots du corps sont les mots de l'âme, ainsi on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. » Ça nous parle de quoi? Eh bien, ça nous parle qu'en fait, il existe plusieurs plans dans l'être, et que ces plans sont en permanence interconnectés. Et c'est ça la vision holistique. C'est-à-dire qu'on va regarder aussi bien que le corps, l'âme, l'esprit, le spirituel. Tout ça, en fait, est en permanence, en interaction. Quand l'un ne va pas, ça dérègle l'autre. Et je dirais que quelque part, ça forme une sorte de pyramide, c'est-à-dire que la base, c'est le corps physique qui est la base. Et plus on va aller vers le subtil, plus ça va être subtil, fin, mais minime, c'est-à-dire que la moindre action sur ce petit sommet, on va dire, va avoir une conséquence beaucoup plus grande sur le corps physique. Mais on ne peut pas développer un chemin, je dirais, émotionnel, mental, etc., si le corps physique, lui, est complètement déréglé. Et on va essayer de voir comment essayer d'optimiser tout ça. Alors moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup dire et répéter, c'est de faire la part belle aux poubelles. Je crois que la première des clés d'une vision holistique, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant de chercher à se remplir, à prendre des choses, eh bien, on va déjà essayer de commencer par enlever tout ce qui est toxique, que ça soit, bien sûr, certaines nourritures, mais aussi que ça soit certaines émotions, certaines pensées, etc. On va commencer par se débarrasser, se dépouiller de tout ce qui peut être potentiellement, en fait, des choses qui vont nous empêcher d'être. Et c'est là la clé. Notre but, c'est pas d'être avec quelque chose, un adjectif, c'est être. Mais qui sommes-nous vraiment? Et là, bien sûr, c'est une question qui est bien complexe. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors, l'hermétisme nous présente une structure de pensée que tout le monde a déjà entendu parler, qui sont les 4 éléments plus 1, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air, le feu et la quintessence. Alors, on va essayer d'explorer justement cette vision hermétique à travers ces 4 éléments. Alors, le premier, c'est la terre. Le terre, c'est facile, on va pouvoir facilement l'associer à la notion du corpus, c'est le corps physique. Et on sait bien que si ce corps physique ne fonctionne pas correctement, nos émotions, bien sûr, n'iront pas, notre mental sera occupé par les souffrances du corps, et on ne parle pas des plans spirituels et supérieurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en action dans notre corps physique? Eh bien, déjà, finalement, des choses que tout le monde connaît. Avoir une bonne alimentation, avoir une activité physique, savoir faire reposer ce corps, etc. Donc, on a tout plein d'éléments. Alors, qu'est-ce que l'on a sur le niveau alimentaire? Eh bien, l'alimentation, c'est quelque chose à la fois complexe et simple. Complexe, pourquoi? Parce que chaque personne est différente. Donc, forcément, ce qui va être bon pour l'un n'est pas exactement bon pour l'autre. Mais on a quand même des grandes lignes. Donc, les grandes lignes, c'est quoi? C'est essayer de manger le plus sainement possible. On sait très bien que de nos jours, malheureusement, notre nourriture industrielle est fortement empoisonnée avec des tas de conservateurs, pesticides et autres. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, sur le site Les Amis d'Hermès, il y a un article sur un peu toutes les toxines et les poisons divers qu'on peut trouver dans notre alimentation et qui sont autorisés, c'est ça qui est incroyable, et quels effets ça peut avoir sur l'organisme. Voilà. Donc, essayez de manger déjà le plus sainement possible. Alors, comment on fait pour manger le plus sainement possible? Peut-être déjà commencer par faire des choses qu'on identifie.
hein, c'est-à-dire non pas acheter des produits manufacturés, des produits industrialisés, mais acheter des légumes, acheter des morceaux de viande, de poisson, enfin, ce que l'on mange en fonction de son régime alimentaire, mais qu'on identifie que l'on va cuisiner nous-mêmes. Ça, c'est vraiment le premier élément qui est important, voilà, c'est déjà ça. Alors bien sûr, si en plus on peut les avoir bio ou de son jardin, c'est encore mieux, hein, mais voilà. Après, la deuxième chose, c'est l'équilibre. C'est-à-dire toujours chercher un équilibre alimentaire, éviter tout simplement d'avoir un seul type de régime qui ne va pas être bon pour la santé d'une manière globale, puisqu'il va y avoir des carences qui vont automatiquement apparaître. Ensuite, on peut réfléchir à la manière dont on mange. Est-ce qu'on mange en courant, en se dépêchant? Est-ce qu'on mange dans un milieu très bruyant, etc. Peut-être qu'on peut essayer d'imaginer que quand on mange, c'est un moment important où on va apporter des éléments à notre corps. Et là, ce qui est important à considérer sur la manière holistique de voir l'alimentation, c'est qu'on ne mange pas que des briques chimiques. On ne mange pas que des éléments, des lipides, des glucides, etc. On va manger aussi de l'énergie de vie. Et ça, on verra plus tard, cette notion d'énergie de vie, cette notion d'énergie vitale, qui est très importante à savoir gérer. Et donc, forcément, plus on ira vers une alimentation saine, plus ces aliments contiendront de la vie dedans. Et d'ailleurs, si on pousse au maximum, hein, certains peuvent arriver progressivement à ne plus avoir besoin de briques chimiques, ou très très peu, puisqu'ils vont aller chercher ailleurs cette énergie de vie. On l'appelle le prana, on l'appelle différentes choses, suivant les traditions. Mais voilà. Donc, c'est vraiment avoir cette notion d'énergie qui, dans l'alimentation, c'est très important. Et d'ailleurs, on peut s'en rendre compte, je pense, à l'heure actuelle, si on regarde des photos d'il y a 30-40 ans, on voit des photos de la plage ou de lieux publics, des personnes obèses, il n'y en a quasiment pas. Alors qu'à l'heure actuelle, maintenant, c'est devenu quasiment un tiers de la population, et notamment chez les enfants, ce qui est quand même dramatique. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a pas que le fait de manger excessivement. Il y a aussi le fait d'avoir tout plein de perturbateurs endocriniens, des choses qui vont attaquer le foie, etc. Et le foie ne pouvant plus faire son travail justement de nettoyage, de dépollution, eh bien du coup, on va devenir insulino-résistant. Et si on est insulino-résistant, qu'est-ce qui se passe? Notre foie ne travaille pas correctement, le corps considère qu'il est en urgence, en détresse, et à partir de là, il va stocker. Parce que c'est son mode de fonctionnement. C'est quand il y a un stress, hein, grosso modo, il va stocker. Puisqu'on va dire qu'il y a deux grandes familles face au danger. Hein, à l'époque où on était peut-être des amphibiens, on n'était pas encore des hominidés. Il y a ceux qui vont s'alléger pour fuir face au danger, et il y a ceux qui vont se renforcer pour se confronter au danger. Et donc, ça va donner ces deux grandes familles, finalement, par rapport à tous les éléments toxiques de notre corps. Voilà. Alors, dans la nourriture, bon, sans aller parler de régime particulier, mais une fois qu'on a bien sûr identifié toutes les toxines, mais il y a vraiment une toxine qui est terrible à l'heure actuelle, c'est le sucre. Voilà. Le sucre industriel, toutes ces formes de sucre sont excessivement nocives pour la santé. C'est un véritable poison et une drogue. Il faut savoir que la dépendance au sucre, c'est 3 mois. Hein, c'est-à-dire que si on décide du jour au lendemain d'arrêter le sucre, on met 3 mois de manque. Hein. C'est pour ça qu'on fait une descente tranquillement. Hein, voilà, on ne fait pas les choses violemment. Mais c'est important de repenser ça. En plus, bon, si on regarde les compositions, le sucre blanc, hein, le sucre de table, hein, c'est à peu près 50% de glucose, 50% de fructose. Et le fructose ne peut être traité que par le foie. Vu qu'il y a déjà pas mal de choses qui viennent fatiguer le foie, si en plus on rajoute ça, eh bien le foie, lui, il n'en peut plus, quoi. Il est épuisé, tout simplement. Hein. Et s'il est épuisé, il ne peut plus faire ses fonctions premières. Donc il va d'abord consommer tout ce qu'il peut, donc tous les antioxydants, le glutathion. Il va consommer tous ces éléments, ces ressources qui lui permettent de fonctionner. Et à un moment, il ne va plus pouvoir travailler correctement et il va il va réduire sa production de protéines, puisque le foie fabrique des protéines, à peu près environ 400, qui sont notamment essentielles au fonctionnement du cerveau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, lui, il se rend compte qu'il n'a plus les éléments, hein, par carence, il se rend compte qu'il n'a plus les éléments qui lui sont nécessaires à fonctionner, que fournit normalement le foie, et lui, il va activer les glandes surrénales, parce qu'il considère qu'il y a danger. Voilà.
Et les glandes surrénales, ben, ça va nous augmenter finalement un état de stress. Et le stress, finalement, c'est le plus grand des poisons. Voilà. Ça, c'est vraiment, le stress, c'est quelque chose qui est vraiment terrible au niveau métabolique. Mais le stress se gère sur différents plans. Puisque si on a des carences alimentaires, et là, on peut penser tout de suite au magnésium, à la vitamine D, très, très important, la vitamine de la vie, hein, les oméga 3. Tous ces éléments sont très importants parce que si c'est en carence, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, le corps ne fonctionne pas correctement et donc nos émotions partent en vrille. Hein, tout simplement. On a une biochimie interne qui dépend vraiment de ces éléments-là. Voilà. Donc, ben voilà, la nourriture, je pense qu'on a fait globalement le tour rapide. Hein. Bien sûr, le but, c'est pas de faire en détail, même si personnellement, j'ai un régime que j'apprécie beaucoup, en tout cas moi, qui marche très très bien chez moi, c'est le régime cétogène, hein, c'est-à-dire ce principe de manger sans sucre. Voilà. C'est-à-dire on enlève les sucres de l'alimentation, que ce soit les sucres blancs, que ce soit le pain, les pâtes, le riz, les féculents, enfin voilà, on enlève au maximum, pas d'intégrisme. Mais, et puis on se découvre, on reprend le plaisir de manger des légumes de qualité, etc. Donc, faire attention voilà, à ne pas se mettre en carence, parce que sinon le corps, lui, ben, il va dysfonctionner tout simplement. Alors, il y a un petit appareil qui est terrible, qui est maintenant depuis de nombreuses années chez quasiment tous les foyers, c'est le micro-ondes. Vous vous souvenez, je vous parlais que on mange pas que des briques chimiques, on mange aussi de l'énergie de vie, de la plante ou de l'animal. Eh bien, le micro-ondes, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit complètement cette énergie de vie. C'est-à-dire que cette énergie de vie qui a une harmonie, qui a une fréquence bien particulière, il va la détruire, il va la remplacer par une information de chaos. Et ça, ben, le corps, lui, s'en nourrit pas. C'est même, ça l'épuise. Et donc, du coup, ben voilà, 30 secondes au micro-ondes, c'est catastrophique. Alors, pour ceux qui auraient un doute, hein, faites une expérimentation, il n'y a rien de mieux. Hein. C'est le principe, vous savez, comme on fait faire aux enfants, c'est de mettre des lentilles sur du coton. Et on va prendre une bande de coton et on va l'arroser avec de l'eau de pluie qu'on a récupérée. Et quand ces lentilles ont un peu poussé, là, quand ils font déjà quelques 7 ou 8 cm, on va séparer en 3. Il y en a un, on va continuer avec l'eau de pluie. Voilà, continue, lui, avec l'eau de pluie. Le deuxième, on va passer à l'eau du robinet. Et au troisième, on va prendre l'eau de pluie, mais cette fois-ci, on va le passer au micro-ondes, on le laisse refroidir, bien sûr, et on l'arrose avec ça. Et vous verrez, c'est extraordinaire, la réponse est immédiate, parce qu'au bout d'un mois, celui qui est à l'eau de pluie est magnifique, très haut. À l'eau du robinet, moins. Et à l'eau passée au micro-ondes, les lentilles sont mortes. Et si on ingère ça, vous imaginez bien que dans notre corps, ça fait la même chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. En plus, c'est beaucoup moins bon, personnellement, je trouve. Et voilà, on peut revenir avec une poêle, avec quelque chose, essayer de... Voilà. Alors maintenant qu'on a vu la Terre dans son ensemble, on peut aller voir maintenant l'eau. L'eau, c'est quoi? Alors l'eau, ça va être bien sûr les fluides, c'est-à-dire finalement nos fluides corporels, c'est l'eau que l'on boit, mais c'est aussi nos émotions. Et tout ça, bien sûr, est très lié. Il faut savoir que quand on est déshydraté, notre mécanisme aussi émotionnel se dérègle. Donc l'hydratation est quelque chose de très important. S'hydrater, c'est voilà, c'est en minimum, on dit que c'est 2 litres d'eau par jour. Voilà. Et si l'activité physique augmente, c'est pareil. Mais l'eau, il faut comprendre une chose particulière dans notre corps. C'est un fluide qui est partout dans notre corps, qui est très important. Et on a deux circuits dans le corps. On a un premier circuit qui est évident, c'est le circuit du sang, avec sa pompe autonome. Le cœur, lui, il bat, le circuit, voilà, ça tourne. Mais on a un deuxième circuit qui est le circuit lymphatique. Et ce circuit lymphatique est très important parce que c'est un circuit des poubelles, tout simplement. C'est-à-dire tous les déchets que produisent les cellules par leur travail, par leur activité, eh bien, ils vont se retrouver dans les liquides interstitiels et après sont évacués par tout ce circuit lymphatique. Seulement, le circuit lymphatique, lui, il n'a pas de pompe autonome. Sa pompe, c'est le diaphragme. Et donc, si on passe des journées assis, vous imaginez bien que eh bien, le circuit ne tourne pas. Et donc, on augmente le nombre de toxines dans notre corps. On estime que pour
en optimum, c'est à peu près 10 000 pas par jour qu'il faudrait faire pour optimiser notre circuit lymphatique. Bien sûr, avec suffisamment d'eau, parce que si on manque d'eau, tout ça, voilà, c'est pas terrible. Alors, il y a des choses qui aident, notamment à détoxiner le circuit lymphatique, que tout le monde connaît, je pense, c'est le jus de citron. Donc, un jus de citron, on ne prend pas pur, on prend dans un grand verre d'eau, à température ambiante, légèrement tiède, et on presse un jus de citron dedans. Et ça va aider, en fait, tous ces liquides interstitiels pour éliminer les toxines, tout simplement. Et puis l'eau, on va faire attention aussi. L'eau qu'on boit, peut-être essayer de prendre une eau de qualité, c'est-à-dire une eau filtrée. Alors, suivant les régions qu'on se trouve, l'eau est plus ou moins de grande qualité, mais il y a quand même toujours un traitement de chlore. Il va y avoir souvent, malheureusement, des contaminations dues aux pesticides, etc. Et puis, depuis maintenant, la loi européenne, si ma mémoire est juste, c'est 2015, il y a systématiquement du fluor, donc en Europe, qui est mis. Je sais qu'au Canada aussi, aux États-Unis, enfin, il y a plusieurs pays, il y a du fluor qui est rajouté dans l'eau. Alors, le fluor, soi-disant, c'est bon pour les os. En fait, a fait une chose très particulière, c'est le fluor calcifie la glande pinéale. Cette glande pinéale est une glande très, très particulière qui va réguler beaucoup de choses dans notre métabolisme. Mais plus que ça, c'est-à-dire que c'est un peu, on va dire, la porte des plans subtils. Et si on calcifie la glande pinéale, elle va moins faire ses fonctions, parce que normalement, il y a des cristaux luminescents à l'intérieur. Et en faisant moins bien ses fonctions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va progressivement se couper des plans subtils, mais les nôtres, des lieux et des autres. C'est-à-dire tout ce non-verbal, tout ce ressenti subtil qu'on peut avoir avec les autres, progressivement, on s'en coupe. Et si on s'en coupe, qu'est-ce qui se passe? On s'isole. Et comme c'est quelque chose de doux, de progressif, on ne s'en rend pas compte. Et on le voit bien de nos jours, où on est dans une société dite d'hypercommunication. Puis en fait, les gens sont de plus en plus coupés les uns des autres. Et le fluor, malheureusement, a son rôle à jouer. Alors sachez qu'il existe des techniques pour s'aider. Il y a le sun gazing, le yoga solaire. Il y aurait une plante apparemment qui serait très efficace pour décalcifier la glande pinéale. Voilà, c'est le tamarin. Voilà, nous à La Réunion, on a la chance, on en a. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'eau. Mais il y a une deuxième chose, comme je vous disais, c'est les émotions. Il faut comprendre que dans la notion d'eau, c'est aussi la notion d'énergie. Et les émotions, c'est quelque chose qui, par essence, est l'expression du vivant. Donc, une émotion naît, vit et meurt. Et le danger, il est que justement, on rattache une émotion à une blessure, à un souvenir. C'est-à-dire que le mental va venir se mêler à l'émotion. Et qu'est-ce qui se passe? On va créer des sentiments. On va, du coup, créer des illusions du mental qui vont entretenir les émotions. Et qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Eh bien, on va créer des points de concentration, de blocage d'énergie. C'est-à-dire que ces émotions vont être entretenues dans le temps. Or, si l'émotion, c'est une énergie, une expression du vivant, eh bien, si l'énergie a pour but de circuler, si elle ne circule pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la loi de la thermodynamique qui nous le dit tout simplement. Une énergie excédentaire se manifeste de deux manières. Soit il y a rupture, et là on voit bien, il y a rupture du fonctionnement d'un organe, rupture d'un ligament, rupture, ou alors il y a inflammation, c'est-à-dire thermique. Et en général, quand on commence à avoir des inflammations, il est grand temps de se poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de bloquer finalement en moi? Alors, il existe bien sûr des tas de chemins pour apprendre à gérer ces émotions. Particulièrement que j'aime beaucoup, c'est la communication non violente de Marshall Rosenberg, que je trouve assez extraordinaire, qui a un principe assez simple, c'est de considérer que, déjà, de faire la différence entre une émotion et un sentiment. Donc, une émotion, c'est quelque chose de naturel que notre corps manifeste. Voilà, la colère, la peur, le dégoût, la fatigue, tout ça, ce sont des émotions. La trahison, tout ça, ce sont des sentiments. Donc, goûter avec son corps, parce que le corps, lui, ce qui est génial, c'est qu'il ne nous ment pas. C'est-à-dire que quand on a une émotion, le corps se manifeste immédiatement. Donc, on va goûter cette émotion, on va essayer de ressentir en nous pour trouver le mot juste. Et si on verbalise le mot juste de l'émotion, alors il va nous être possible de pouvoir
eh bien, trouver le besoin qui n'est pas rempli. Et ce besoin, comment on fait pour savoir si c'est le bon? Eh bien, tout simplement, on le voit dans le corps. C'est-à-dire qu'on s'imagine remplir ce besoin. Hein. On crée une illusion avec notre mental. Hein. Exactement, on va aller dans ce qu'on appelle le corps imaginal. Et là, si notre corps réagit, hein, si les poils se dressent, si voilà, on le sent au fond de nous, c'est que on a trouvé le vrai besoin. Et bien, si on a trouvé le besoin, comme nous sommes les maîtres de notre propre univers, eh bien, il nous reste à nous créer un petit mantra, une petite phrase qui va nous, en quelque sorte, reprogrammer notre inconscient à remplir ce besoin par nous-mêmes parce que personne ne pourra le faire à notre place. Voilà. Il y a d'autres techniques, il y a des techniques de PNL, c'est-à-dire des visualisations d'éléments agréables qu'on passe par les 5 sens, etc. Enfin, des techniques, il y en a plein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Après, il y a des choses très simples. Hein, je dirais ne serait-ce que aller dans la nature, se mettre en communion, faire une pause, marcher le pied nu dans la terre. Hein. Marcher pied nu dans la terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour ceux qui maîtrisent, faire de l'ancrage. Hein. L'ancrage, c'est se mettre à la terre, c'est utiliser la visualisation et la respiration pour faire monter de la terre vers soi et de soi vers la terre. Et en même temps, on descend le niveau d'énergie en soi, on descend cette agitation et on décharge comme ça hein, tous nos problèmes, enfin nos excès hein, d'émotions. Alors ensuite, ben, on a l'air. Alors l'air, bien sûr, vous voyez, on monte dans l'importance. Hein. La terre, ben, on peut ne pas manger pendant plusieurs semaines, on est vivant. Si on enlève l'eau, ça dure déjà beaucoup moins longtemps. Si on arrête de respirer, normalement, au bout de 3-4 minutes, il va se passer quelque chose. Hein. Donc, vous voyez, on voit bien cette pyramide d'importance, finalement, entre les différents éléments. Alors l'air, c'est bien sûr la respiration, c'est les pensées, c'est le mental, c'est là ce qu'on appelle l'information d'une manière générale. Alors ce mental, eh bien, on peut nous utiliser des techniques pour apaiser ce mental, pour le canaliser. Hein. Il y en a plein de techniques, donc je ne vais peut-être pas rentrer là ce soir dans la description de toutes les techniques, mais déjà, ne serait-ce que des mots magiques, moi que j'appelle vraiment magiques, hein, merci, vous voyez cette énergie qui nous permet d'être dans la gratitude de l'instant, gratitude envers les autres, reconnaître que l'autre, il ne veut pas exactement nous agresser, mais qu'il exprime sa propre souffrance. Et du coup, on peut accueillir la souffrance de quelqu'un, hein, pas l'agression de la personne, par contre, sa souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser envahir par la souffrance, mais si on voit quelqu'un qui souffre, il est beaucoup plus facile d'avoir de la compassion, alors que si on se sent agressé, on rentre automatiquement dans la défense, et la défense, c'est le jugement. Et ce jugement vient polluer notre mental en permanence. Donc voilà, développer toutes ces techniques qui vont nous amener vers une vision, vers le beau de la vie, des beaux de relations humaines. Essayer de... En fait, derrière toute blessure, derrière toute souffrance, derrière tout problème, se trouve caché un joyau. En fait, il faut imaginer que, vous savez, c'est comme ce mythe du dragon dans la caverne. Il y a un énorme dragon, là, qui est sur son trésor, mais au cœur de la grotte, derrière, il y a l'Arkenstone, il y a la pierre extraordinaire. Hein, et ce dragon, c'est toutes nos blessures, nos souffrances, nos colères, etc., qu'il cache. Mais derrière se trouve une vraie lumière, derrière se trouve une félicité. Et le fait de le savoir quand on a un problème, eh bien, ça nous donne la force, ça nous donne l'énergie, ça nous donne la volonté de dépasser l'épreuve pour aller chercher ce joyau. Voilà. Ce joyau, bien sûr, il est unique à chacun, il est personnel. Mais et le fait de savoir que derrière, il y a ça change déjà notre perception des choses. Ça change toutes les informations qui circulent dans notre tête. En permanence, le nombre d'idées qu'on a par jour, c'est juste hallucinant. Donc voilà. Alors l'air, bien, c'est aussi la respiration, forcément. Alors là, il y a des techniques de respiration qui aident à tout ça. Alors, il y en a plein de techniques de respiration. Je vais juste vous en présenter une parce qu'elle est efficace sur plusieurs plans, hein, quand on est dans une vision holistique des choses. Alors, c'est ce qu'on appelle la respiration à palier, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, le but ne va pas être de rentrer plus d'air dans le corps, mais de faciliter la sortie du dioxyde de carbone. Pourquoi ? Parce que le dioxyde de carbone est une molécule plus complexe que l'oxygène, donc plus lourde.
Donc, elle met plus de temps à sortir à travers les alvéoles pulmonaires que l'oxygène à rentrer. Donc, si on laisse le temps au dioxyde de carbone, eh bien, notre sang va en vide les poubelles. Hein, c'est-à-dire, comme le dioxyde de carbone, c'est la résultante de l'oxydation dans notre corps, eh bien, si on l'élimine, notre corps, lui, il va mieux fonctionner. Et qu'est-ce qui se passe en plus? C'est que le dioxyde de carbone acidifie le corps. Donc, le fait d'avoir un corps, quand on fait un effort physique ou quand on est dans le stress, qu'on respire mal, le dioxyde de carbone augmente et le pH du corps descend. Et en faisant ça, la biochimie de notre corps se dérègle, puisque notre corps cherche tout le temps à avoir un pH neutre. Et si jamais ce pH n'est plus neutre, eh bien, il y a des tas de fonctions corporelles qui vont commencer à dysfonctionner. Et notamment les maux de tête. C'est très connu, les maux de tête. C'est typique de ça. Hein, pourquoi? Parce qu'ici, à l'arrière de notre tête, là, on a des clapets qui régulent tout le liquide céphalorachidien. Et si le pH n'est pas bon, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si le pH ou déshydratation, mais du coup, par effet de conséquence, c'est aussi le pH qui ne va pas. Eh bien, ces clapets vont dysfonctionner et on va avoir soit un excès, soit un manque en fait, de liquide céphalorachidien qui peut être latéral, donc un seul clapet qui se dérègle plus que l'autre, puisque peut-être plus sensible. Et du coup, on va avoir des migraines. Voilà. Alors, comment on fait pour tout simplement faire cet exercice? Eh bien, c'est très simple, c'est une respiration qu'on peut faire n'importe où. On peut le faire au bureau, on peut le faire en conduisant sa voiture, parce que ce n'est pas une respiration forcée. C'est une respiration qui se fait par petits paliers. Donc, c'est simple, c'est que j'inspire un peu, je bloque un peu, je réinspire par-dessus, je rebloque un peu, je réinspire par-dessus. Et là, je bloque plus longtemps. Et je vais souffler tout doucement, comme si je soufflais dans une paille, et je bloque. Et on réinspire. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez simple. Et bien rien qu'avec ça, vous pouvez réduire les maux de tête, vous pouvez récupérer énormément après un effort physique ou le stress, très efficace quand on a du stress, voire des stress de panique, hein, pour vraiment réduire cette quantité de dioxyde de carbone dans le corps. Alors bien sûr, on peut coupler ça avec d'autres exercices, puisqu'on peut en profiter pour faire fonctionner le diaphragme. Hein, donc on peut imaginer faire grossir le ventre, le rentrer à chaque inspiration-expiration. Bon là, ce sont des respirations qui demandent un petit peu plus d'investissement de temps et d'espace pour les mettre en pratique, mais cette petite respiration en palier peut changer déjà beaucoup de choses et tout simplement le cerveau va mieux fonctionner aussi. Nos idées seront plus claires, seront moins confuses, nos émotions vont descendre, le pH de notre corps va se réguler et on ira déjà beaucoup mieux. Alors maintenant, on va passer au feu. Alors le feu, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie vitale. En hermétisme, en alchimie, on appelle ça le principe nitre. C'est-à-dire, c'est ce qui va animer notre être d'une manière générale. Et cette énergie de vie, eh bien, en fait, on va tous naître avec un réservoir d'énergie de vie qui n'est pas le même. Voilà. Il y en a qui ont un gros réservoir d'énergie, et il y en a qui ont des petits réservoirs d'énergie. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont des petits vont être plus mal lotis que d'autres, parce que peut-être qu'ils ont d'autres stratégies, c'est d'avoir peut-être un énorme robinet pour remplir ce réservoir d'énergie de vie, et des tout petits robinets de sortie. Et en fait, tout notre souci, c'est pas d'augmenter la taille ou quoi, c'est de savoir gérer ces robinets d'entrée et ces robinets de sortie. Donc, tout ce qui va nous prendre de l'énergie de vie, eh bien, ça, il faut le réduire, tout simplement. Parce que cette énergie de vie, c'est la ressource pour tous les fonctionnements de notre être, que ça soit métabolique, émotionnel, mentaux et spirituel. Parce que le feu, c'est aussi la dimension spirituelle. Et là, on revient à Abou Lafia. Hein, donc, c'est un kabbaliste du XIIe siècle qui expliquait que ça ne sert à rien de faire de la spiritualité, d'être dans une voie spirituelle, si le corps ne fonctionne pas correctement, si les émotions et l'eau ne circulent pas correctement dans notre être, et si notre mental est occupé à des priorités bassement matérielles. Il faut d'abord régler ça avant de pouvoir accéder, et tout simplement parce qu'il y a ce principe de réservoir d'énergie de vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va consommer de l'énergie de vie? La digestion, par exemple.
va consommer de l'énergie de vie. On voit bien quand on est en pleine digestion, le niveau d'énergie baisse. Après un bon repas de fête, le niveau d'énergie est très très bas. Hein, voilà. Après, on va voir quand on est malade. Quand on est malade, on va avoir de besoin, le corps va utiliser ce réservoir d'énergie de vie. Et c'est là que c'est important. D'ailleurs, c'est plein de gens qui le font habituellement. Il y en a plein. Hein, c'est ce que faisaient nos grands-parents. Quand on est malade, on ne mange plus. Ah oui. Tout simplement, on privilégie de mettre cette énergie de vie pour le corps plutôt que pour la digestion. Hein, voilà. Donc, c'est cette notion de gérer. Alors, qu'est-ce qui va être percé notre réservoir, je dirais, d'énergie de vie? C'est le stress. Bien sûr, c'est le stress. Donc, qu'il soit environnemental, hein, on le voit là depuis 4 ans, le système des médias, etc., a créé un stress absolument énorme chez les gens. Et ce stress vide leur réservoir d'énergie de vie. Et en vidant ce réservoir d'énergie de vie, en le perforant de plein de doutes, de peurs de tous les côtés, eh bien, tout baisse chez eux. Leur santé, donc leur système immunitaire, va baisser leurs émotions, c'est-à-dire ça part en vague, c'est chaotique, il y a des choses qui sortent par moment. Alors, ils ne savent même pas vraiment pourquoi, parce que malheureusement, ils n'ont pas la ressource pour gérer ça. Le mental, lui, il est à la ramasse, donc du coup, le mental va s'accrocher aux images, ce qui est, vous savez, hein, comme dans les publicités, ce qui flash, les gondoles avec les grosses affiches rouges, jaunes, etc. Il va s'arrêter aux premières impressions qui vont marquer. Voilà. Et le côté spirituel et relationnel avec tout son environnement, hein, parce que la spiritualité, ce n'est pas que vers une dimension divine, c'est aussi avec soi-même, avec les autres, avec la mère nature. Hein, c'est toute cette vision spirituelle des choses. Voilà. Et donc tout ça s'effondre. Voilà. Donc, comment recharger notre réservoir? Eh bien, on va essayer déjà de boucher les trous et de réduire toutes les fuites. Voilà. D'où, c'est pour ça que dans plein de traditions, dans certaines méditations, le jeûne accompagne certaines phases de méditation, de prière, etc. Parce qu'on donne de la ressource comme ça à autre chose. Et après, comment on peut faire? Eh bien, on va tout ce qui va nous permettre de nous recharger. Donc, qu'est-ce qui nous recharge? La prière, la méditation, la connexion dans des lieux, la connexion avec des groupes de pensée, des groupes bienveillants, où il y a une belle harmonie, hein, une belle fête de famille où tout le monde rit à cœur, voilà, gorge déployée. Vous voyez, toutes ces choses-là nous rechargent en énergie de vie. La perception du beau, hein, tout à l'heure, le mental, je vous disais qu'avec ça, oui, mais ça nous permet aussi de recharger notre énergie de vie. Donc, le corps, l'âme, l'esprit, hein, on peut recharger l'énergie de vie de manière globale. Mais on peut le recharger avec des techniques de méditation profonde. On peut, à la prière. Tout ça, ce sont des modes de recharge d'énergie de vie et qui vont aider sur tous les plans de l'être. Vraiment sur tous les plans. Alors, voilà, on ne va pas rentrer plus dans les détails parce que sinon, il y en aurait beaucoup à décrire de robinet. Mais voilà, retenez ces grands principes que tout ce qui est le stress, la digestion, la maladie, tout ça vide le réservoir et tout ce qui va nous apporter de la joie, de la bonne humeur, de la gaieté, de la foi, de l'amour, tout ça, ça nous recharge. Donc la solitude est plus dure, sauf si c'est un choix en pleine conscience et qu'on en est heureux. Mais si on souffre de solitude, on se vide son réservoir d'énergie de vie. Voilà, c'est un ensemble de choses. Voilà. Alors tout ça, après on arrive à la quintessence. Donc on a vu ces 4 éléments qui correspondent aux 4 plans de l'être. Et la quintessence, c'est la connexion à notre vraie nature. Et cette vraie nature, on l'appelle la nature divine, la nature lumineuse qui est en nous, avec cette quête que l'on a tous de se reconnecter finalement, consciemment ou inconsciemment, à cet être premier, à cette lumière intérieure. Et bien souvent, dans un monde où l'agitation, le doute, la peur et le stress envahissent, on va essayer de la chercher, mais à l'extérieur de nous. Or, la clé, elle ne viendra jamais de l'extérieur. Vous avez compris que de l'extérieur, on peut aller chercher les choses, mais parce qu'en pleine conscience, on fait des choses. Hein. Par contre, hein, c'est vraiment comment dirais-je, arriver à la quintessence de l'être, c'est d'aller chercher la lumière qui est en nous. Et comment on va la chercher? Déjà, on ne la cherche pas, en fait, dans l'absolu. On ne va pas la chercher. Puisque
on l'a déjà. C'est juste qu'on ne la voit plus. Elle est enfermée sur toutes les couches de souffrance. Et là, il y a ce mot qui est extraordinaire finalement, qui est maladie. Et il y a donc une manière de l'entendre en langage des oiseaux, hein, ce langage volatile qui nous cache des informations à travers les mots. On pourrait dire que c'est mal à dit, c'est-à-dire si on dit du mal, eh bien on se fait du mal et on déclenche des maladies. Mais ça s'écrirait D-I-T. Or, à la fin, c'est mal A-D-I-E, maladieux. Et là, ça veut dire quoi finalement? Eh bien, peut-être qu'on a quelque chose qui nous, hein, quelque chose qui nous bloque, qu'on en fait une résistance à cette lumière à l'intérieur de nous-mêmes. À chaque fois qu'on n'est pas dans l'axe de nous-mêmes, c'est-à-dire ces 4 plans de l'être, la terre, l'eau, l'air, le feu, si les 4 ne sont pas à un moment en circulation et en connexion, on va créer une résistance à cette lumière intérieure et on va créer une ombre. Et si on crée une ombre, on va déclencher un processus qui va déclencher progressivement par redescente des maladies. Et ces maladies, ben, elles peuvent avoir différentes origines, mais on peut la traiter, vous voyez, plus on va aller haut, plus on peut la traiter de manière extraordinaire. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai mon écran qui... Voilà. C'est mon écran qui s'est éteint. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes toujours là. Voilà. Donc, le principe de cette quintessence, on n'y travaille pas directement à la quintessence de l'être, c'est parce que l'on est capable d'harmoniser les 4 plans, hein, la terre, de l'eau, l'air, le feu. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui nous permet de faire des choses extraordinaires, qui dépassent notre nature humaine limitée. Et ça, peut-être que du coup, il y a quelque chose qui peut être extraordinaire à envisager, c'est de faire des choses plus grandes que soi, c'est de faire des choses au service de quelque chose d'infiniment plus grand que nous. À chaque fois qu'on va dépasser notre petite personne, finalement, on va peut-être, vous voyez, commencer à libérer des belles parts en nous, libérer un petit peu de cette lumière extraordinaire. Voilà. Voilà un petit peu rapidement cette vision holistique de l'être à travers l'hermétisme. Alors, je ne vais bien sûr pas vous laisser comme ça, avec juste cette grande vision. Je vais essayer de vous apporter des outils. Des outils plus concrets, ben, on a vu rapidement, mais il existe des correspondances, en fait. Il existe des correspondances, et c'est ce qu'on va appeler, là, je vais vous parler à travers ce qu'on appelle la spagérie. Donc, la spagérie, c'est spa ou agiros, c'est-à-dire séparer et rassembler. C'est-à-dire qu'on va séparer les principes d'une plante, par exemple, les purifier et les rassembler. Mais au-delà, c'est de travailler avec ce que la nature nous offre pour en récupérer les bienfaits. Alors, sans aller être des grands spagéristes, ne serait-ce que certaines plantes peuvent nous aider. Et certaines plantes sont extraordinaires et on les appelle des panacées. Des panacées, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des plantes qui vont venir travailler sur les différents plans de l'être. Et c'est ça qui est génial avec ces panacées, parce qu'elles vont nous aider d'une manière globale. Corps, âme, esprit, hein? Donc la terre, l'eau, l'air et le feu, voilà, elles vont venir nous aider. Mais elles ont toutes, on va dire, des spécificités. Et donc, du coup, on va reprendre cette notion de terre, eau, air, feu, mais à travers une vision des organes et les plantes correspondantes. Et toujours pareil, comme il faut faire la part belle aux poubelles, ces plantes seront des plantes qui vont aider à nettoyer et à revitaliser ces organes. Alors, cette tradition, elle n'a pas d'hier, puisque cette tradition, cette médecine qu'on appelle la grande médecine égyptienne, comme dit son nom, ça vient d'Égypte. Et peut-être que vous le savez, dans les tombeaux, on trouvait 4 vases dits canopes, hein, même si c'est un terme moderne, dans lequel on va trouver certains organes, et le seul organe qui était remis dans le corps de la momie, c'était le cœur. Alors, ces 4 vases canopes, d'ailleurs, correspondaient aux 4 fils d'Horus. Je ne vous donnerai pas les noms, parce que même moi, je ne me souviens pas de tous. Et en gros, ces 4 fils d'Horus correspondent aux 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu. Voilà. Alors, ben, nous, dans notre corps, c'est quoi les correspondances? Eh bien, la terre, c'est l'estomac. C'est notre entrée, c'est là nos racines, c'est nos points, c'est par là où va passer la matière. Hein, comme les plantes ont les racines dans la terre, eh bien, notre terre, nous, c'est l'estomac. Voilà.
Et là, il y a une plante qui permet de nettoyer l'estomac, qui aide l'estomac et qui est bien connue d'ailleurs, hein, c'est l'anis vert. Hein, d'où la boisson d'ailleurs, les anisés, hein, les anisettes, voilà, qui aident à la digestion. Tant que c'est fait avec modération, bien entendu. Voilà. Donc l'anis vert, lui, il va aider à purifier l'estomac, mais sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan informationnel. C'est ça qui est fabuleux avec cette plante. Voilà. Ensuite, on en a une autre, une autre étape, qui est donc l'eau. L'eau, c'est les intestins. C'est toutes nos émotions, on le sait bien, les intestins, le nom nous le dit. C'est notre deuxième cerveau, c'est notre cerveau émotionnel, les intestins. Et là, il y a une plante, c'est le séné. Alors le séné est une plante très efficace pour nettoyer ses intestins, pour revitaliser ses intestins, pour bien le remettre en fonctionnement. La seule chose, c'est qu'on y va doucement, parce que le séné, c'est vraiment très puissant. Voilà. Donc on prend des feuilles de séné, on évite les grains. Hein, voilà. Pour l'air, ça va être les poumons. Ça semble évident. Et donc, pour les poumons, eh bien, c'est la fleur de sureau qui va donc bien sûr nous aider à avoir une meilleure respiration, avoir un meilleur échange au niveau des alvéoles pulmonaires, mais elle va nous aider à avoir une pensée plus légère, à ce que l'information circule mieux dans notre corps. Elle va permettre, voilà, d'augmenter la ventilation, qu'elle soit mentale ou physique. Et enfin, nous arrivons donc au feu, et le feu, c'est le foie. Voilà, le foie. Hein, cet organe, il était une fois, vous vous souvenez, hein, cette fameuse phrase de Perrault, eh bien, peut-être qu'il faut l'entendre sur différents plans, hein, peut-être qu'il faut avoir foi, ce que le conte va vous raconter. Il était une fois, c'est intemporel, et peut-être qu'il est une question de foi. Il y a un feu sacré, un feu secret, quelque chose qui est caché à l'intérieur de ce conte. Et là, forcément, on peut rassembler les tas d'histoires qui nous parlent de foi, et notamment Prométhée. Prométhée qui se laisse attacher sur le mont Caucase, et l'aigle de Zeus vient dévorer son foie tous les matins, et il se régénère jusqu'au moment où il va accepter la guérison de sa propre blessure grâce à Chiron. Hein, voilà. Donc, pour le mythe prométhéen. Et donc là, le foie, lui, eh bien voilà, c'est le Nigella sativa, la graine de cumin noir. C'est vraiment ce qui va aider et protéger le foie. Et de nos jours, je dirais même que c'est très important. Donc, on peut l'avoir sous différentes formes. On peut l'avoir, par exemple, sous forme d'huile et que l'on peut mettre, qu'on peut prendre régulièrement le matin, etc. Voilà. Ou en infusion, comme l'ensemble que je vais vous présenter. Et enfin, pour donc la quintessence, pour le cœur, donc qui est le siège finalement de notre être au niveau de, comment on va dire, de l'amour, hein, parce que on dit que c'est dans le cœur, c'est-à-dire, hein, c'est plus que le muscle cardiaque, c'est cette partie intérieure de l'être où s'exprime l'énergie de vie, où s'exprime toute notre dimension spirituelle. Et là, il y a deux plantes possibles. Il y a la manne ou alors la mélisse, qui est plus facile à trouver. Et la mélisse, Paracels, hein, fondateur de la spagyrie, nous disait que c'était la panacée des panacées. La mélisse était quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà. Alors là, tout ça, ce que je viens de vous donner, donc je vous rappelle les plantes, l'anis vert, le séné, la fleur de sureau, le Nigella sativa et la mélisse. Ces 5-là, vous pouvez les faire en infusion et ça donne une boisson qu'on appelle le thé de Saint-Germain. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de Saint-Germain, le comte de Saint-Germain, un alchimiste qui aurait eu une vie extraordinaire et excessivement longue, qui était capable de créer des pierres précieuses extraordinaires. Alors, bien sûr, il y a le mythe du personnage, mais il y a des connaissances qui sont transmises, notamment Paracels a travaillé sur ces bases-là pour faire un élixir qui s'appelle le élixir Propriatus. Hein, cet élixir, on dit la légende, c'est toujours pas, ça, la légende, c'est fait pour raconter des choses, mais pour nous faire rêver. Il est dit que la première fois qu'il a créé cet élixir, il l'a donné à sa servante. Et sa servante s'est mise à perdre ses cheveux, à perdre ses dents, à perdre ses ongles. Et du coup, elle était effrayée et elle a fui. Et elle est revenue quelques temps plus tard, rajeunie de 20 ans. En fait,
tout ce qui était corrompu dans son corps est tombé, évacué, et elle a pu se régénérer et retrouver une belle jeunesse et une pleine forme. Voilà. Alors ça, c'est bien sûr, c'est le mythe, hein. Voilà. Mais ça a été développé par d'autres spagyristes au cours du XVIe, XVIIe siècle, voire XVIIIe, et ça a fini par donner ce qu'on appelle l'élixir du Suédois. Là encore, il y a une histoire qui nous dit que la cour du roi de Suède, à l'époque où les grands spagyristes soignaient le roi, eh bien, celui qui est mort le plus jeune, c'était à 103 ans en tombant de cheval. Voilà. Bon, si on fait du cheval à 103 ans, c'est qu'on a une très très bonne santé. Voilà. Alors bien sûr, l'élixir du Suédois qu'on trouve dans le commerce n'est pas extraordinaire. Il vaut mieux le faire soi-même autant que possible, mais c'est déjà quelque chose de très bien. Et c'est surtout cette notion que l'élixir du Suédois, vous comprenez que lui va travailler avec des panacées plus d'autres plantes, parce que sur les versions, il y a 28, 35, 48, jusqu'à 48 plantes différentes. Il va travailler sur tous les plans de l'être. Et finalement, il va nous aider, grosso modo, pour à peu près tous les problèmes. Alors, bien sûr, c'est de la naturopathie, on travaille avec l'énergie et l'information des plantes, donc c'est quelque chose qui se fait en douceur et qui va permettre progressivement de libérer les choses en nous. Et c'est pour ça que c'est important de faire autant que possible, d'essayer de le faire soi-même ou les meilleures qualités des plantes. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais au tout début, dans chaque support d'une plante, il y a de l'énergie de vie. Et cette énergie de vie porte l'information, porte la vie. Et si cette plante a été cueillie il y a 3 ans, vous imaginez bien qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Il y en a très très peu. Si elle a été séchée convenablement, ok. Mais quand même, ça diminue avec le temps. Plus ça sera des plantes fraîches, plus ça sera des choses de qualité, plus votre élixir, de votre boisson, votre thé de Saint-Germain sera puissant. Voilà. Mais on peut traiter énormément de choses avec l'élixir du Suédois. Et ça, je peux vous assurer que c'est assez extraordinaire comme outil. Et c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider au quotidien, régulièrement, quand on a besoin. Voilà, voilà un petit peu ce tour, bien sûr, très rapide. J'aimerais tellement vous en dire plus, mais je me connais. Ceux qui me connaissent savent que une fois que je suis parti, des fois, ça dure très longtemps. Voilà. Mais là, ce soir, je voulais vous présenter, vous dire que voilà, il y a cette manière de voir. Essayez de voir à travers 4 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu et la quintessence. Ok, je fais attention à mon corps. J'essaie de manger ce qui est sain, j'essaie d'avoir une activité physique. Je bois de l'eau. Cette eau, j'essaie de l'avoir de qualité. Je fais attention à mes émotions. Je mets en place des stratégies pour pouvoir gérer mes émotions. Me balader dans la nature, aller faire du sport, mettre les pieds dans la terre, faire une séance de méditation. Et tout ça, je respire comme il faut, convenablement. Et j'essaie de prendre progressivement, tranquillement, par petites étapes, au moins d'orienter mes pensées vers quelque chose de beau, vers quelque chose qui, qui est magnifique et qui nous amène à la compassion. Ne pas voir le masque de la souffrance, mais voir la personne qui souffre, qui est cachée derrière le masque de la souffrance. Vous voyez, toutes ces étapes. Et puis, bien sûr, s'accorder du temps pour cette spiritualité, pour ce feu intérieur, pour la foi. La foi n'est pas la croyance, ça c'est très important, de concevoir ça, de faire cette part. Beaucoup de religions travaillent sur des systèmes de croyance avec des dogmes. C'est pas ça la foi. La foi, c'est quelque chose qui nous fait voir le merveilleux. C'est quelque chose qui nous pousse, qui nous grandit, qui remplit notre réservoir d'énergie de vie. Voilà. Et ça, c'est vraiment avoir foi dans la nature, avoir foi dans le beau, avoir foi dans le divin, avoir foi dans la lumière qui est en soi. Bien sûr, c'est quelque chose d'absolu, mais on y va progressivement parce qu'on a l'espoir chaque jour un petit peu plus de s'améliorer et de gérer après donc ce réservoir d'énergie de vie entièrement sur les différents plans de l'être. Voilà. Donc, comment on peut faire mettre ça en place simplement? Pas par des petites étapes, avec de la douceur, avec de l'amour pour soi-même. Si on veut faire des régimes stricts, alimentaire, émotionnel, mental. C'est très dur, on n'y arrive pas. On est des êtres humains, on n'est pas des surêtres. Donc,
progressivement, je change mon mode d'alimentation. Je m'autorise une fois de temps en temps une petite sucrerie, mais c'est pas tous les jours. Parce que je sais que le sucre, c'est pas terrible. Donc, j'essaie de réduire ma quantité de sucre. J'essaie de manger plus de légumes, des crucifères notamment, parce que tous les crucifères, c'est vraiment excellent pour notre corps. On vérifie, on peut faire une petite prise de sang. De temps en temps, on va vérifier que on n'a pas de carence, surtout la vitamine D. Hein, vous savez que le problème dans l'allopathie, c'est que la vitamine D est associée aux os. Et donc, les doses qui vous sont données, ce qui est 10 000 unités jour, c'est par rapport aux os. Oui, mais non, la vitamine D est essentielle au fonctionnement des mitochondries donc dans les cellules. Donc, ça veut dire qu'il en faut, et il en faut plus que ce qu'ils nous disent, en fait. Hein. Donc, en plus, si vous êtes en carence, là, c'est que vraiment, il y a urgence de se compléter en vitamine D. Alors là, on fait très attention parce que souvent, les médecins, ils vous donnent des ampoules hein, de vitamine D. Faites attention à ces ampoules parce que les reins peuvent souffrir. Hein. Privilégiez d'en prendre un petit peu tous les jours, d'acheter des flacons de vitamine D en huile, là. Ça ne coûte vraiment pas cher et ça vous permet de, voilà, tous les jours, vous en rajoutez un petit peu, puis vous refaites un bilan de sang de vitamine D, donc c'est la D3 exactement, de 3 mois plus tard. Puis vous voyez, mais en douceur, pas d'excès. Comme toute chose, vous savez, la différence entre le poison et le médicament, c'est la quantité. Donc, on y va toujours doucement. Voilà, hein, les oméga 3, parce que en fait, la vitamine D et les oméga 3, c'est très lié. Pourquoi? Parce que la vitamine D, pour qu'elle soit assimilée dans le tube digestif, il faut qu'elle soit sous forme liposomale, donc à travers des huiles, il faut des matières grasses, tout simplement, pour qu'elle puisse passer les parois. Mais pour qu'elle rentre dans les cellules, il faut des oméga 3. Pour passer la barrière cellulaire, il faut des oméga 3. Donc c'est pareil, assurez-vous d'avoir toujours un bon niveau d'oméga 3. Et après, cette vitamine D, qui est vraiment la vitamine de la vie, va pouvoir aller dans les mitochondries et va servir d'élément hyper important pour la fonction de la cellule. La mitochondrie, c'est là où les cellules font leur travail avec la synthèse des protéines, etc. etc. Voilà. Et la vitamine D, c'est la vitamine du soleil. Et cette vitamine, ben oui, on vit de plus en plus enfermé sous des lumières artificielles, alors que notre corps, lui, a été prévu par des millénaires d'évolution à vivre 10 heures par jour au soleil, enfin 8-10 heures par jour au soleil. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les peuples qui vivaient des endroits où il y avait des grandes nuits, comme dans le cercle arctique, etc., ils avaient plein d'animaux qui regorgeaient d'oméga 3 autour d'eux, et donc de vitamine D qui pouvaient être récupérées à l'issue, etc. Donc, ils avaient vraiment finalement, grâce à leur environnement. Mais il faut comprendre que s'ils n'avaient pas ça, eux n'auraient pas pu survivre. Voilà. Donc, vous voyez, il faut faire attention à cette vision moderne où on a tendance à voir notre monde à sa petite échelle actuelle. Mais il faut comprendre que notre corps est issu de millions d'années d'évolution. Et que l'ère moderne est très, très, très récente à l'échelle de l'humanité, hein, à l'échelle de développement de l'hominidé, et même de ce qu'il y avait avant. Donc voilà, il faut essayer toujours de faire attention. Bien sûr, le top, c'est d'aller se balader tous les jours. Voilà. Après, c'est des petites techniques comme les 10 000 pas. C'est-à-dire, au lieu de garer la voiture le plus près possible, je vais choisir le parking un peu plus loin. Et ben voilà, ça va me faire peut-être 1 kilomètre, 1,5 km pour arriver au bureau. Hein. Et bien, pendant ce temps-là, je suis dehors, etc. Je prends un peu de soleil, etc., etc. Vous voyez, c'est plein de petites astuces pour mettre toutes ces stratégies de vie, voilà, en place et qui vont nous permettre d'avoir une meilleure vie, plus saine, en meilleure santé et du coup pour pouvoir profiter, parce que si le corps fonctionne mieux, que les émotions sont mieux gérées, que le mental n'est pas pollué par des pensées parasitaires en permanence, eh bien l'ensemble de l'être se connecte à quelque chose d'infiniment plus grand. Ce feu intérieur qui nous amène vraiment à des moments extraordinaires et merveilleux. Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous présenter un peu ce soir. J'espère que j'étais assez clair et que ces grands principes vous seront utiles. Je suis maintenant à votre service pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas de mettre dans le chat. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à des compléments, des questions, voilà, tout ce que vous auriez.
Voilà, voilà. Donc j'attends vos questions si vous avez ou des remarques, des choses que vous voulez partager. N'hésitez pas. Comment équilibrer les 4 éléments? Alors, comment équilibrer les 4 éléments? Ben, on voit que ces 4 éléments n'ont pas la même importance. Vous voyez, il faut les visualiser un peu comme une pyramide. Donc, en fait, c'est sûr qu'il va falloir peut-être prêter un petit peu plus d'attention à la partie corps, c'est-à-dire hein, tout ce qui va être la nourriture, le repos, l'activité physique. Ça va nous occuper plus en temps. Mais ce n'est pas ce qui est le plus puissant, en effet. Hein, puisque si on joue sur le corps émotionnel, on va avoir beaucoup moins de pollution dans le corps physique. Hein, et si on est sur le plan mental, encore moins. Et si on est sur le plan spirituel, on a de quoi nourrir l'ensemble du corps. Donc finalement, cette proportion, elle vient se mettre naturellement en place. Mais on va dire que voilà, c'est le corps physique va nous demander une certaine attention, moins pour les émotions, quand on a les techniques pour pouvoir canaliser nos émotions, et là, il y en a vraiment beaucoup. Je vous invite vraiment à découvrir des choses avec la PNL, avec la CNV. Ce sont des techniques magnifiques, très rapides, qu'on peut apprendre en encore 2-3 heures, des techniques de base, hein, pas de thérapeute, mais c'est les appliquer à soi pour pouvoir vraiment commencer à gérer nos émotions. Eh bien, le mental, c'est cette quête permanente du beau, et donc c'est quelque chose qu'on met en place progressivement. Et après, c'est de s'émerveiller et de remercier pour le feu. Vous voyez, c'est ça la foi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se passe quelque chose, qu'on dépasse une épreuve, qu'on trouve cette pierre précieuse, cette gemme qui est cachée au fond de la caverne de nos souffrances, eh bien, on remercie l'univers, on remercie et on voit tout le chemin magnifique qu'on a parcouru. Bien sûr, avec une période difficile, mais derrière, on a un trésor, très or, très lumière qui nous est offert. Voilà, et c'est ce chemin de va-et-vient permanent qui va amener un équilibre sur ces 4 éléments. Voilà. Alors, pour la plante, la première, c'est l'anis vert. Voilà, l'anis vert. Les graines d'anis vert, les petites graines d'anis vert. Alors, pour pouvoir se procurer un bon élixir du suédois, je dirais que il faut aller voir des bonnes arboristeries et leur demander le pack, en fait, hein, le pack entier. Donc, vous aurez différentes plantes, vous aurez du camphre, vous aurez du baume thériaque, etc. Et après ça, vous le mettez à macérer, idéalement, de ce qu'on appelle de l'esprit de vin, mais dans le commerce, on appelle ça du marc, hein, du marc de vin. Donc en fait, c'est du vin qui a été distillé et ça fait un alcool. Voilà. Et ça, en métropole, c'est assez facile à trouver. Nous, à La Réunion, c'est quasiment impossible, puisqu'ici, on a des taxes sur les alcools distillés, donc il y a très peu d'alcool distillé. Mais voilà, donc les marcs de vin, marc de Bourgogne, etc. Donc ce sont des alcools blancs, hein, donc issus du vin, et on met à macérer dedans. Et après, on prend un petit peu quand on a besoin, tout simplement. Hein. Voilà, alors, pour le tamarin, effectivement, Anaïssa, eh bien, le tamarin, sous les différentes formes qu'on peut avoir, et apparemment, la concentration active serait surtout dans les fruits. Hein, donc, dans ces cosses-là, avec ces fibres acidulées qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors, bien sûr, on ne les fait pas cuire, hein. Sinon, on va perdre les propriétés. Mais voilà, donc ça peut être comme faisaient les anciens, de les sucer, hein, ou en Afrique, ça se fait beaucoup, parce que notamment ça coupe la soif. Mais après, on peut faire des décoctions. Hein, t'as la Réunion, on peut faire un petit rhum arrangé avec. Hein, voilà. Alors, le thé de Saint-Germain, vous ne le trouverez jamais dans le commerce. Ça fait partie de. On va dire que je vous ai fait un très très beau cadeau ce soir de vous parler de ça parce que ça fait partie des fois des choses qui sont un petit peu confidentielles. Personnellement, j'ai mis des années à retrouver exactement les plantes et les valider du thé de Saint-Germain. Voilà. Donc voilà, profitez de ce que je vous ai transmis ce soir pour faire votre thé de Saint-Germain. Là encore,
Vous allez voir chez les arboristeries. Si vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y en a pas, à La Réunion, malheureusement, on a quelques tisaniers, mais les plantes ne sont pas celles qu'on utilise traditionnellement en spagyrie. Donc, bah, il y a des arboristeries en ligne, voilà, qui sont bien. Il y en a deux, trois. Entre la France et la Belgique, on peut arriver à trouver des choses qui sont pas mal. Voilà. Comment remplacer l'anis vert dans le thé de Saint-Germain? Ah, alors là, ça va être compliqué, parce que l'anis vert, c'est vraiment la plante dédiée à l'estomac. Donc, après, s'il y a vraiment une incompatibilité, attention, hein, c'est bien l'anis vert, c'est les petites graines, hein, hein, c'est pas l'étoile d'anis. Hein. On met pas une anisette dans la santé. Hein. Voilà. C'est vraiment les graines d'anis vert qui sont très douces, hein, ça a un tout petit goût anisé, très léger, très agréable. Voilà. Oui, on mélange. Oui. Alors, les proportions, je dirais que c'est à vous de les faire. Celle que je vous dis d'aller doucement, c'est le séné. Allez-y doucement, sinon vous mettez à peu près les mêmes proportions pour toutes. Hein. Et voilà, c'est le séné. Allez-y doucement parce que suivant votre flore intestinale, ça peut être plus ou moins, on va dire, efficace. Voilà. Mais voilà, on ne travaille pas avec les graines hein, de séné, surtout, avec les feuilles de séné. Voilà. Doucement. Voilà. Après, rien ne nous est impossible de pouvoir agrémenter notre thé. Si là, on trouve que la boisson, il n'est pas. Voilà. Personnellement, moi, je trouve que c'est assez doux, assez agréable. Mais on peut rajouter un petit peu de. Voilà, on peut se rajouter des petites choses douces pour agrémenter. On peut mettre un petit peu de citronnelle, on peut mettre. Vous voyez, on peut. Avec des choses qui ne vont pas casser les effets, pas trop fort. Alors, c'est les fleurs de sureau. Fleurs de sureau. Oui, l'élixir du suédois contient beaucoup de plantes. Alors, dans l'idéal, c'est toujours faire ce qu'on appelle des simples. C'est-à-dire qu'on travaille en spagyrie une plante par une plante. Mais là, il y en a tellement que même moi, je ne le fais pas. Voilà, je fais l'élixir de Saint-Germain en spagyrie, je l'ai fait. Par contre, j'ai fait des magistères, donc des quintessences végétales de chaque plante. Puisqu'il y en a que 5, donc là, on peut le faire. Mais pour l'élixir de suédois, là, par contre, moi, je travaille à l'extracteur de Soxley, ce qui me permet d'avoir vraiment une extraction de haute qualité. Donc, c'est un petit appareil qui permet de tourner en continu et on travaille avec donc, de l'esprit de vin, hein, donc l'alcool de vin distillé monté en philosophique, c'est-à-dire à presque 99% d'alcool. On enlève toute l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau va, va se dissoudre avec certains éléments et l'alcool avec d'autres. Et ce que l'on cherche, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous l'information, hein, va se récupérer surtout avec l'alcool et pas n'importe quel alcool. Idéalement, c'est avec l'esprit de vin, c'est le plus performant, c'est le seul qui ne déforme pas le message. Voilà. Et à défaut, on va dire qu'on va descendre, c'est-à-dire on va partir du sommet de la plante. À défaut, ça va être les alcools de fruits, les alcools blancs de fruits. Puis après, on va descendre. Après, c'est un alcool de corps, donc de la canne à sucre, donc le rhum, mais c'est déjà beaucoup moins bien. Puis alors, le pire du pire, c'est les alcools issus de tout ce qui va être donc les racines, hein, donc la pomme de terre avec la vodka, etc. Ça, c'est les plus mauvaises. Voilà. Ça, c'est vraiment à éviter. Voilà. Et que des alcools blancs. Ah oui, le sureau, oui, oui, c'est vraiment ça. Et puis à l'intérieur, tout est plus clair, plus léger, plus. Et vous voyez, c'est vraiment des panacées. Ces 5 plantes-là, elles jouent sur le corps, sur nos émotions. Elles nous aident. Vous voyez, le thé de Saint-Germain, c'est une aide extraordinaire pour mettre en place, parce que forcément, au départ, on n'a pas beaucoup d'espace parce qu'on est très pollué. Et donc, forcément, on est très pollué sur les différents plans, donc on n'a pas beaucoup d'espace pour trouver de la ressource, c'est-à-dire aller chercher de l'énergie vitale en plus. Parce que pour changer nos habitudes, il faut de l'énergie vitale. Mais selon notre énergie vitale, elle est déjà siphonnée par tous les problèmes que l'on a et la saturation de nos déchets, hein, de nos toxines mentales, émotionnelles, physiques et spirituelles.
et progressivement de se libérer. On met quoi dans l'élixir de suédois? En fait, vous avez des recettes, donc vous pouvez, alors sur le site, vous avez, sinon, vous allez voir, hein, de toute façon, les arboristes, hein, vous demandez voilà, les composants pour faire soi-même l'élixir du suédois avec les bons composants. Voilà. Voilà, bah oui, merci Marc. Effectivement, bah oui, ça nous ouvre, hein, ça nous ouvre vraiment la capacité respiratoire. Voilà. Et ça nous rend les choses plus claires aussi. Tout fonctionne mieux. Parce qu'on ne respire pas que avec les poumons. Il y a une petite partie de la respiration qui se fait avec la peau. Et tout ça, ça s'appelle des émonctoires. Donc ça aide aussi au niveau des émonctoires. Donc à éliminer aussi les toxines. Voilà. Oui, après, pour des problèmes spécifiques, après, on peut aller chercher d'autres éléments. Voilà. Alors, les huiles essentielles, je sais que il y a une période où c'était très à la mode, un petit peu moins. Pourquoi? Parce qu'il y a une réglementation draconienne qui est en train de se mettre sur les huiles essentielles, ce qui est bien malheureux au demeurant. Personnellement, je ne suis pas un grand adepte de fait d'ingérer une huile essentielle, parce que c'est du concentré d'énergie de plante. Et il faut comprendre que cette énergie de plante, nous, notre corps, notre corps va réagir à cette énergie de la plante. Donc, ça peut créer des réactions métaboliques qui ne sont pas toujours très souhaitables ou très heureuses. Mais par contre, on peut faire des choses beaucoup plus subtiles. On peut sentir, par exemple, les huiles essentielles, et ça, par le travail olfactif, ça peut vraiment apporter un bien-être extraordinaire avec beaucoup moins de risques que par l'ingestion. Ou sinon, on fait des teintures, c'est-à-dire qu'on va tremper dans de l'alcool pur notre huile essentielle pour qu'on fasse une teinture et on va récupérer qu'une partie de l'huile essentielle. Mais ça, c'est un travail beaucoup plus avancé en spagyrie. Voilà, on peut faire des teintures d'huile essentielle qui nous permettent d'éviter justement d'avoir à se confronter à l'énergie de la plante. Voilà. Et là, il y a plein de plantes qui sont extraordinaires. Par exemple, pour la mémoire, vous pouvez le romarin. Mais ça ne va pas aider que pour la mémoire. C'est merveilleux pour la mémoire, mais le romarin, c'est du soleil. Ça ramène du soleil dans votre vie. Voilà. Donc, on peut avoir un diffuseur dans la maison. Si on a un bureau ou quoi, on peut se mettre de temps en temps un petit peu de romarin, ce qui fait que ça augmente la performance de la mémoire. Et puis en même temps, voilà. Parce qu'il faut comprendre que la mémoire, elle est liée aux émotions. Tout ce qui est la fixation se fait à travers les émotions. Et ce qui est fixé avec la joie, c'est quasiment à vie. C'est ça qui est extraordinaire. Enfin, voilà. Donc, voilà, il faut être joyeux, même quand on apprend, pour apprendre encore mieux et plus facilement. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça a été, est-ce que ça vous a apporté? En tout cas, j'espère que ça va vous apporter. Euh, Parce que le fait de séparer les choses et de voir comment on peut progressivement les mettre en place, c'est quand même beaucoup plus facile. Et le premier, c'est on commence par la terre. Hein. On commence par. Si le corps fonctionne mieux, les émotions iront mieux, le mental ira mieux, et ça nous sera plus facile de gérer notre réservoir d'énergie de vie. Voilà, voilà, voilà. Enfin voilà, en tout cas, si l'hermétisme vous intéresse, si vous pensez que vous pouvez trouver de belles choses qui peuvent vous aider dans la vie, vous avez la possibilité de visiter le site des Amis d'Hermès, hein, c'est www.lesamisdhermès.com. Voilà, c'est en libre accès. J'écris des articles, je partage aussi de temps en temps d'autres choses, d'autres personnes. Bon, c'est plutôt des vidéos que je partage d'autres personnes, voilà. Mais voilà, profitez-en. Et pour ceux qui voudraient un petit peu plus aussi, voilà, actuellement, je propose ce que j'appelle les ateliers d'Hermès. Donc, c'est un rendez-vous en visio, une fois par mois, où voilà, on étudie progressivement toute cette cosmogonie en profondeur pour justement arriver à cette quintessence de l'être. Et on l'observe, on l'étudie, on le décortique par petits bouts pour vraiment comprendre comment tout ça fonctionne et l'intégrer. Hein, puisque le but après, c'est que chaque personne devienne autonome dans son propre chemin, dans son propre voie finalement de quintessence personnelle. Voilà.
Donc là, ben, il y a une année qui vient de se passer. Les inscriptions sont actuellement en cours pour l'année prochaine. Voilà, vous verrez tout ça sur le site Les Amis d'Hermès. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis moi, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir été là et j'espère vous avoir apporté, en tout cas, un beau message d'espoir pour retrouver la forme, la santé, une santé holistique et plus. Voilà, voilà. Je vous dis au revoir, au plaisir de vous retrouver et puis, bah, peut-être à très bientôt. N'hésitez pas, voilà. Sachant que j'écris de plus en plus dans d'autres magazines aussi, voilà. Donc il y a un magazine à La Réunion depuis peu, là, il y a un article que j'ai fait. Enfin voilà, mes activités se développent au niveau de l'écriture, donc j'essaie de diffuser le maximum, euh, voilà, tous ces enseignements que moi, depuis 20 ans, j'étudie et qui m'ont littéralement sauvé la vie, mais pas que le corps physique, croyez-moi. Voilà. Au revoir.